Bon, le chat, c'est fini? Tu penses? 200 masses? 200 masses. Oui. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La vie c'est tout. Mon nom est Catherine Lemay. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Mademoiselle Lemay ou Madame Lemay, dépendant. Il y a Catherine Lemay aussi. C'est juste qu'il y a trop de Catherine Lemay dans la vie, ça a l'air. Donc, je vais mettre tous les liens pour me retrouver sur Instagram ou Facebook avec mes comptes à moi. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook, la page Facebook du vlog La vie c'est tout. Et puis il y en a qui se demandaient pourquoi le petit loup, pourquoi cette figurine en entrée de vidéo et pourquoi je l'utilise. C'est vraiment parce que quand je suis partie pour faire Compostelle, j'étais seule et j'avais besoin de compagnie. Et la compagnie que j'ai trouvée, c'était ce loup, ce magnifique petit loup, qui était une figurine qu'on m'avait donnée et qui est sur toutes mes photos de Compostelle et qui a continué à être comme l'emblème de La vie c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis l'image du début, ça a été pris en fait dans un train. Et puis, c'était le début du voyage de Compostelle. J'étais dans un train entre Barcelone et Burgos. Et puis, c'est là que j'ai pris la photo. Puis, je trouvais que c'était très représentatif du chemin avec Pur Noisetier. Il s'appelle Pur Noisetier. Puis là, je ne sais plus si je l'ai raconté ou pas. Mais en tout cas, il s'appelle Pur Noisetier parce que la première personne avec qui j'ai été mis en contact pour Compostelle, ça a été Marcel Leboeuf. Et à l'époque, Marcel Leboeuf vendait ou était le porte-parole des bracelets et colliers pur noisetiers. Et voilà, c'est une blague. Puis d'ailleurs, j'ai croisé Marcel Leboeuf à une conférence sur Compostelle à la Tienda. Boutique extraordinaire pour les gens qui ne connaissent pas la Tienda. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir la Tienda à Verdun. Ça s'appelle Centre La Tienda, si je me rappelle bien. Boutique extraordinaire pour le marcheur. Il y a de tout. Et la propriétaire est magnifique, extraordinaire. Elle offre des formations, comment remplir son sac à dos. Bref, ça vaut vraiment la peine d'être mis en contact avec la Tienda. Surtout que je pense que pour très bientôt, ils vont commencer à offrir les marches, puis probablement que les marches ont encore lieu parce que c'est dehors. Donc, alors ça vaut peut-être la peine pour ceux qui aiment marcher d'aller s'intégrer à la communauté des marcheurs de la Tienda. Bref, c'est ça, fait que j'avais croisé Marcel Leboeuf, puis j'y avais présenté Pur Noisetier, il avait trouvé ça très drôle. C'est tout, c'est l'histoire de Pur Noisetier. Pur Noisetier est parti faire aussi d'autres voyages après. Puis ça aussi, je ne sais même plus si j'en ai parlé, mais Pur Noisetier est allé au Japon, est allé un peu partout parce que c'était mon compagnon de voyage, mais quand j'ai terminé mon voyage Compostelle, il y avait j'étais dans un groupe à la fin, puis j'étais dans un autre type de pèlerinage, un pèlerinage mariste. Probablement que je vous raconterai un peu plus long à un moment donné de ça. Mais Florence, allô Florence! Florence s'en allait pour presque une année complète de voyage, puis seule.
Et j'ai senti en elle l'espèce de peur, panique de se retrouver seule. Et je lui ai laissé pur noisetier pour pas qu'elle se sente seule durant le voyage. Et je pense que ça a été une bonne idée. Je sais pas, tu me le diras, Florence, si tu regardes, mais bref, Florence est partie avec pur noisetier pendant un petit bout. Fait que c'était un peu comme le concept de le nain de jardin dans Amélie Poulain. Pour ceux qui ont déjà vu le film Amélie Poulain, le nain de jardin, il voyage tout seul. Ben là, c'était comme, ben mon compagnon de voyage, c'était, c'est pas comme si, ben après, il voyageait avec Florence, fait que c'était une autre histoire, mais pur noisetier, il voyage pas tout seul. Il est pas capable. En tout cas, il était avec moi. Fait que, bref, c'est ça. C'était un peu le même concept là, de l'objet qui voyage puis qui donne envie de voyager. Donc, c'est ça. C'était Pure Noisetier qui a vécu l'aventure avec moi. Alors, passons sur cette parenthèse. Aujourd'hui, le sujet respirer. Puis je trouve que ça a fait suite avec l'épisode dernier qui était sur l'expérience Wim Hof, parce que l'expérience Wim Hof ou l'expérience à l'exposition froid ou peu importe là, comment vous voulez l'appeler, mais où on est connecté à notre respiration, parce que oui, il faut respirer dans l'eau glacée, on n'a pas le choix si on respire pas. Puis de toute façon, c'est un réflexe. C'est vraiment un réflexe de respirer profondément quand on est dans une situation comme ça. Puis, si je reviens au début, le pourquoi je voulais parler de la respiration. Pour moi, la respiration n'a jamais été un problème. Pas à ce que je me souvienne. Probablement parce que je suis musicienne de formation. Et bon, je dis de formation, mais je suis musicienne. Je suis une musicienne de vie, là. Parce que j'ai commencé la musique très tôt j'ai été extrêmement choyée. Et je vais probablement en parler dans une autre capsule. Mais j'ai été mis en contact dernièrement avec Jay du Temple. Là, je fais des parenthèses, là, mais bon. Jay du Temple, extraordinaire son podcast. J'adore. Tricoter en écoutant Jay du Temple qui discute, c'est priceless. Ça, c'est mon moment préféré de commotion cérébrale. Quand mon cerveau me le permettait, tricoter, Jay du Temple, un bon café. Ça là, je peux toffer 3 heures comme ça sans problème. Belle petite matinée, ça se prend super bien. Mais bref, Jay du Temple, j'ai beaucoup aimé découvrir son podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jay du Temple discute et il reçoit des invités extraordinaires. Puis c'est drôle parce que, là je fais encore une parenthèse, mais c'est drôle parce que il y a eu un moment donné où j'ai écouté comme 3 podcasts d'affilée. Puis j'ai juste eu l'impression que qu'on était en train de passer à travers ma vie. Je suis tombée sur... C'était quoi le premier? Charles Pellerin. Allô Charles, si tu écoutes. Je sais pas si tu écoutes parce que tu sais, t'as d'autres vies, là. Hein? T'as d'autres choses à faire dans ta vie. Mais en tout cas, j'espère que tu m'écoutes. Mais Charles est un de mes anciens élèves. D'ailleurs, mon local à l'époque aurait pu s'appeler le local Charles Pellerin. Puis on faisait bien des blagues là-dessus. Mais Charles a été mon ancien élève, puis puis là, je me suis dit, ben là, tu sais, je peux pas écouter Charles Pellerin qui discute avec Jay du Temple. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai toujours dit à mes élèves et à mes anciens élèves, je suis votre plus grande fan après votre mère, ok, mettons.
après votre mère puis votre père, là, mettons, je suis votre plus grande fan. Je veux savoir ce qui vous arrive de beau, comme de laid aussi. Tu sais, si vous avez envie d'en partager, si vous avez envie de m'appeler parce que vous avez besoin de parler à quelqu'un qui est en dehors du problème ou qui est ah, je suis là, café time. Là, c'est plus Zoom time, mais tu sais, je suis disponible. Je suis disponible. Je l'ai fait tellement de fois. Euh, et j'ai été tellement choyée de vivre ces moments-là avec des personnes extraordinaires. Euh, Parce que veux pas, là, quand on est enseignant ou quand, à l'époque, j'étais animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, quand on a un poste comme ça à l'intérieur d'une école, on a une relation privilégiée avec les élèves. Euh, Puis, vivre 5 ans avec un élève qui fréquente, bon, à l'époque, mon local était un local ouvert à tous ceux qui voulaient venir passer un moment plus calme. Il n'était pas toujours très calme, là, mais bon. Mais qui avait envie de pas être à la cafétéria, parce que ça existe des gens comme ça. Puis d'apprendre à socialiser différemment. Puis là, je pense à une autre possibilité de sujet à aborder parce que sincèrement, ça, c'est quelque chose qui vient vraiment beaucoup me chercher. Là. La façon qu'on éduque nos enfants. Ah! Ok, j'en parlerai pas plus. Ah! On était dans le sujet. Charles Pellerin. Donc, j'offrais beaucoup de disponibilité de mon local. Puis, ben, j'ai été coach d'impro aussi à ce collège-là où j'étais. J'ai enseigné aussi. J'étais pas mal à la bouche-trou de service. C'était le fun quand même d'être la bouche-trou. Mais ça faisait en sorte aussi que des fois, j'avais à gérer certaines choses qui étaient plus complexes à faire. Puis, voilà. J'étais intervenante en crise suicidaire, prévention suicide aussi. C'était moi la responsable du dossier à l'école. Bon, j'ai eu à gérer des crises de ce genre aussi. Puis, c'est pas toujours. C'est comme être un ambulancier. Tu sais, c'est un job qui demande énormément de contrôle et d'être dans l'urgence puis de gérer du stress. Bref. Mais j'ai adoré faire ça. Je redeviendrai intervenante en crise suicidaire. Demain, c'est vraiment une des choses que j'ai le plus aimé faire. Tout comme à être animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, une des plus belles jobs qui m'a été donné de faire, d'exercer, un travail qui est en disparition. Et c'est très triste parce que on aime mieux éteindre les feux plutôt que les prévenir. Je dirais ça comme ça. On enrobe ça, on dépose ça sur la petite tablette, puis on y reviendra une autre fois. On éteint des feux, on les prévient pas. Voilà. Donc, Charles, dans son entrevue avec Jay du Temple, a parlé de son secondaire 5 où il était... où il faisait partie du gouvernement. Ben, ça ne s'appelait pas comme ça dans ce collège-là, mais gouvernement scolaire et où il organisait toutes sortes d'activités vraiment magnifiques. Et ça a été, je vais te le dire, Charles, je ne sais pas si t'écoutes, mais si t'écoutes, écoute. Votre gang a été, pendant mon passage à moi, j'ai été 7 ans dans ce collège, votre gang a été la gang la plus mariste, la plus... celle qui a créé une ambiance spéciale dans ce collège. Une ambiance... C'était vraiment priceless. Moi, j'ai adoré cette année-là, puis juste pour ça... Oh! Mais j'ai aussi aimé aller à New York avec vous autres aussi. Bref, Charles en parle avec Jay. Fait que, allez écouter Jay aussi, là. OK? Allez écouter Jay du Temple, puis allez écouter Charles Pellerin. Je veux dire, même au secondaire, on le sait quand il y a des perles qui sont adolescents, adultes en devenir, puis qu'on voit que c'est pas n'importe qui. On voit que ces gens-là
vont aller loin dans la vie. Puis, dans les élèves que j'ai côtoyés à ce collège-là, j'ai vu des perles incroyables durant les 7 années que j'ai été là. Puis pas seulement des gens qui ont percé dans le domaine, tu sais, comme Charles, qui est maintenant humoriste, qui est connu, blabla. Pas juste des gens connus, mais des gens qui avaient une profondeur, des ados remplis de bienveillance, que je pouvais voir l'adulte en devenir, qui allait devenir tellement quelqu'un d'important pour notre société. C'est ça que je voyais. C'est des bourgeons qui se deviennent des fleurs, qui vont être tellement importants dans toutes les sphères de la société, pas seulement au niveau des gens connus puis des médiatisés. Bon, fait que bref, c'était mon petit passage d'appréciation, mais bref, j'ai du temps. Puis après ça, je suis tombée sur Ariane Moffat, avec qui je suis allée au cégep, puis là, qui parle de ses études, ça, puis j'avais l'impression de vivre ma vie à travers les les différents invités que Jay a eus. Et première invitée, ça a été par rapport à la douance. Là, je me rappelle plus du nom de la psychologue, elle est vraiment extraordinaire. Et voilà, j'ai été chanceuse dans la vie. Toute cette grosse parenthèse pour dire que cet invité-là de Jay m'a fait connecter avec le fait que j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir été sélectionnée dans un programme d'enseignement rapide de la musique. Ils ont testé des choses, j'étais la première cohorte, ils ont testé des choses sur nous. Moi, je trouvais ça drôle qu'on s'appelle un peu les rats de laboratoire, là, mais ils ont testé des choses avec nous. Et c'est drôle parce que j'en parlais dernièrement avec le seul gars qui a fait les 5 années avec nous. J'en parlais avec Marc-Antoine, mon ami du primaire, dernièrement, comme quoi, après, le secondaire n'était pas prêt à nous recevoir comme enfants. Puis à quel point on a été choyés de vivre cette expérience incroyable. Et suite à cette entrevue-là, bon, par rapport à la douance, hey, j'étais partie pour parler de la respiration, hein? Je vais y venir. Je vais y venir. J'ai été tellement choyée de vivre ce programme qui était chapeauté par le Conservatoire de Montréal à l'époque. Et dans lequel on vivait carrément moitié-moitié. C'était vraiment moitié académique, moitié musique. Puis je pense qu'après, ça a diminué. Je pense qu'il y a eu les 10 premières années, ça a été ça. Puis après ça, bon, hein? On coupe dans l'éducation. Hein? Oh, là, je vais mettre ça dans une petite bulle. Je vais zipper ma bouche. On va le déposer sur la tablette, puis on y reviendra une autre fois. Parce que ça, je ne veux pas en parler tout de suite. J'ai des choses à vivre, à exprimer, hein, vraiment. Hein? Ça, non, on n'en parlera pas tout de suite parce que je parle de la respiration. Je vais respirer. Puis on laisse ça sur la petite tablette. Bref, je pense que j'aurais pu être diagnostiquée douance quand j'étais petite. Comme le 3/4 de la classe avec qui j'étais. Et on a été énormément choyés de pouvoir vivre et de pouvoir être accompagnés dans notre douance à ce point-là. Je pense pas que les études étaient sorties à l'époque, puis sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les études n'ont pas été faites. On aurait pu être une classe type où il aurait pu avoir des recherches faites sur nous. Parce que au bout de 5 ans,
On a commencé en 2e année. Au bout de 5 ans, 6e année, je suis retombée sur des vidéos là, de ce qu'on faisait. C'est à se jeter par terre. Je veux dire, avec le recul, en tant que musicienne qui a vu d'autres choses après, qui a vécu d'autres choses, parce que oui, effectivement, le secondaire a été un recul, je pense. On s'est concentré uniquement sur la formation de l'instrument, puis pas sur tout le reste. Tandis que au primaire, ok, je vais mettre ça dans une petite bulle. Bref, je vais finir ma parenthèse. Cette magnifique psychologue spécialisée, je ne sais même pas si elle est psychologue, je pense qu'elle a d'autres titres, mais bref, qui est elle-même douance, diagnostic de douance. Quand j'ai écouté le podcast avec G, ça m'a fait tellement sens dans ma vie, ça a été incroyable. J'en remercie d'ailleurs, je remercie cette femme d'exister et Jay d'avoir partagé la connaissance de cette femme extraordinaire et de ses recherches aussi en lien avec ça, parce que là, moi, ça m'intéresse énormément. J'ai envie d'en connaître plus. Fait que, on va intituler l'épisode « Douance / respiration ». Alors, comme j'ai été une enfant choyée qui a participé à un programme de musique intensif au primaire pendant 5 ans, j'ai été mis très rapidement et très jeune en contact avec la respiration. Respiration pour le chant, mais respiration pour l'instrument. Et là, je vais faire une autre parenthèse, mais en fait, c'est pas une parenthèse, on va s'aligner vers la voix musicale. Ça a l'air évident quand on chante ou quand on joue d'un instrument avant que le souffle est d'une importance cruciale. Parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Puis si tu veux pouvoir chanter longtemps ou si tu veux garder un phrasé longtemps, il faut que tu sois capable de gérer ce qui entre puis ce qui sort. Il faut que tu aies un contrôle de ton diaphragme, il faut que tu aies un contrôle de tes poumons, de tout ce qui fonctionne ici, là, pour que le son reste plein, profond ou pas, ou diffus. Il faut que tu aies un contrôle sur le son, l'air qui sort. Autant pour l'instrument avant que pour le chant, parce qu'on s'entend que si on joue de la clarinette, il y a le contrôle au niveau des lèvres, au niveau des... Je vais rentrer dans le technique, là, mais bon, c'est pas nécessaire en ce moment, mais la façon qu'on va centraliser le souffle va amener une sonorité plus complète ou plus pleine ou moins ou diffuse, ou la justesse aussi de l'instrument. Il y a une façon de souffler dans un instrument. Ceci étant dit, je suis cordiste. La respiration est encore plus importante parce qu'elle n'est pas obligatoire à l'instrument. C'est-à-dire que pour jouer de mon instrument, je n'ai pas besoin de respirer. Un robot pourrait jouer du violon. Hein? Bon. Mais c'est pas seulement l'instrument qui a besoin de respirer. C'est la musique en tant que telle. La musique, c'est vivant. Et la musique, c'est un langage. Un langage est constitué d'arrêts, de silence. Et on utilise la voix. Ou justement, pour ce qui est de la musique, ça va être un instrument, mais on va utiliser ce qui nous sert aussi d'appareil respiratoire. Donc, pour qu'un discours soit cohérent, autant musical que verbal, il faut mettre des virgules, il faut mettre des points, il faut savoir quand respirer. Puis, en musique, il y a des virgules, puis il y a des points aussi. Il faut savoir aussi habiter le silence. C'est un autre sujet aussi. Il faut savoir habiter le silence, dit-elle en gardant le silence. Bref, j'ai été mis en contact à partir de l'âge de 7 ans avec ma respiration. Puis quand même à un haut niveau, parce que je veux dire, ce qu'on jouait là, à la flûte, ça avait juste pas de sens. Là. Arnaud Soli, là, peut se rhabiller.
Je suis plus aussi hot que ça, mais hey, la méthode Von Trapp, là, hein, on y a tout passé. Puis moi, j'avais pas encore les flûtes basses, là, quand ils ont rentré les ténors quand j'étais à l'école. Puis, moi, j'avais le droit de jouer la ténor. J'avais le droit. Puis, même ma soeur, 4 ans plus tard, a eu pu jouer de la flûte basse. Et j'étais vraiment jalouse. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai joué la ténor. Et on jouait vraiment des affaires super tough, à un niveau musical très élevé. Et, pas le choix quand tu joues de la flûte à bec en quantité industrielle. Quand tu chantes, quand tu joues de la flûte à bec, quand tu fais du violon, quand tu fais des... Pas le choix, là, il faut apprendre à respirer. Donc, on a appris à respirer. Donc, pour moi, la respiration, c'est pas quelque chose de malaisant, parce que ça fait partie de ma formation. Et ça fait plusieurs personnes qui me parlent du malaise de la respiration. Et je me suis posé des questions face à ça, parce que, premièrement, dans mon cours de yoga, je suis en train de faire ma formation pour être professeur de yoga, et pour moi, la respiration est comme n'importe quel autre prof de yoga, probablement aussi, là, mais je veux dire, la respiration, c'est la base. C'est important. Mais, dans l'expérimentation du cours de groupe où monsieur et madame tout le monde participent, la respiration est la chose la plus malaisante au monde. La respiration évoque stress, évoque anxiété. Quand, je dis, tout le monde respire, parce que ceux qui ne respirent pas, ils ne vivent pas longtemps. Ça, puis la fameuse expérience d'immersion au froid, où le prof, je ne l'appellerai pas prof, le guide, en fait, la personne qui guidait l'expérience, a arrêté assez rapidement les respirations parce qu'un des participants avait un peu plus de difficulté à expérimenter ça. Puis ça c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son groupe, premièrement, et mais en même temps, moi, ça me pose un énorme questionnement. Un questionnement, mais aussi une constatation du fait qu'on est tellement déconnecté en tant que société à notre corps. Déconnecté de la base, du besoin. Et puis, c'est pas pour rien que quand on fait de l'anxiété, on va avoir de la difficulté à respirer parce qu'on a plus cet enseignement-là de la respiration. Puis pourtant, quand on veut rentrer dans un volet plus spirituel, quand on veut aller explorer au niveau spirituel, tout le domaine spirituel, la respiration, c'est la porte d'entrée. Quand tu veux apprendre à méditer, mettons, toutes les petites techniques de base de méditation, c'est en lien avec le souffle, se concentrer sur sa respiration. Comment vous faites pour méditer si vous n'êtes pas capable de respirer après ça sur un tapis de yoga? Écartelé, en plus, je pense, on parle de la respiration comme outil pour la méditation pleine conscience. Fait je veux dire, puis c'est là ce que je parle, là, méditation pleine conscience, ça va interpeller des gens. La cohérence cardiaque, c'est calmer sa respiration pour pouvoir diminuer son rythme cardiaque. Donc, vraiment atteindre un état de calme rapidement, de façon efficace, en gérant sa respiration. Plein de gens ont beaucoup de difficultés à faire les exercices de cohérence cardiaque parce que ils ont la chienne ou ils font encore plus d'anxiété face à la respiration. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai de la misère à comprendre. Puis j'aimerais ça pouvoir en discuter avec quelqu'un qui vit cette anxiété-là pour mieux comprendre. Parce que personnellement, la respiration, pour moi, c'est la vie. Mais la respiration,
a tellement de possibilités et amène le corps dans des états extraordinaires. Euh, Pas juste. Puis je veux dire, à travers la musique, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Quand j'entends un orchestre live, puis que j'entends l'orchestre respirer à l'unisson, waouh, ça vient me chercher, ça m'émeut, ça. Parce que puis là, ça m'émeut, je parle d'émotions, puis je les vis. Ça m'émeut, ça vient me chercher, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on touche à une vérité. Qu'on est dans une interprétation qui vient du fond, qui vient de la vérité de la personne ou la vérité de l'orchestre. Puis ça me met en... Puis oui, j'ai vécu des expériences weird de respiration. On s'entend que si votre but dans la vie, c'est d'apprendre à respirer, commencez pas par la Kundalini, là. Commencez pas par le yoga Kundalini. Vous n'allez pas triper. Surtout si vous faites de l'anxiété, commencez pas par ça. Commencez par quelque chose qui vous appelle puis qui est un peu plus simple. Puis même à la limite, pourquoi pas commencer un instrument de musique justement pour apprendre à se connecter à cette respiration-là. Puis c'est drôle parce que quand j'étais coach d'impro, les exercices de respiration, pour moi, c'était méga important. Premièrement, pour ne pas briser sa voix, pour apprendre à projeter de façon intelligente, projeter sa voix sans se blesser. Bon, j'ai eu une opération corde vocale, donc j'ai poussé ma voix au maximum étant jeune. Je sais ce que ça fait d'avoir une corde vocale fatiguée et brisée. Donc, j'essaie de prévenir le plus possible pour les gens autour de moi, puis pour mes élèves à l'époque, face à ça, puis apprendre à projeter, parce que, tu sais, j'ai fait de la rééducation après aussi, puis c'était pas parce que je l'avais pas bien appris avant, c'est juste parce que j'ai toujours aimé ça crier dans la vie. Je viens d'une famille qui aime ça parler fort. Puis, je veux dire, à l'époque, je fumais la cigarette et j'animais des camps de vacances. Fait que, la voix partait très facilement et je la surutilisais. J'ai eu des magnifiques nodules. D'ailleurs, j'ai perdu la photo, mais le médecin, l'ORL a été drôle parce que il m'a fait une photo avant-après. Une photo avant les cordes vocales avec les nodules, ce qui était d'une affrosité dégueulasse. Et après, les belles cordes vocales toutes belles. Et je suis passée de, mettons... bon, j'avais perdu la voix, ça faisait 6 mois que j'avais plus de voix, là, on s'entend, là. Fait que c'était juste un gros râlement. Puis j'enseignais la musique à l'époque, puis j'étais pas capable de faire chanter les élèves, j'étais pas capable de chanter. Fait qu'on s'entend que je passais encore plus. Je pense que j'ai perdu pendant 6 mois la voix complètement. Donc, je suis passée d'un range de 2 notes à un range de 3 octaves après l'opération. C'est le fun, ça se prend bien. Ça se prend bien, mettons. Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que tu sais, l'ORL aussi m'a testé, puis j'entends plus de façon interne que de façon externe. Donc, peut-être que je poussais plus fort ma voix parce que je l'entendais pas assez de l'extérieur. Bon, je sais pas, c'est peut-être une supposition erronée que je fais, mais en tout cas. Alors, voilà. Donc, la respiration est quelque chose d'extrêmement intéressant à explorer. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Kundalini Yoga. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant à explorer. Mais, c'est élevé. C'est spécial. Le concept des respirations, puis de bloquer, puis de compter, puis de tout ça. Si vous n'êtes pas familier avec ça, allez explorer. C'est super le fun. Mais je vous dirais peut-être de trouver un prof spécialisé en Kundalini Yoga, puis d'aller peut-être l'expérimenter une fois, mais assurez-vous que vous êtes au courant que vous allez travailler votre respiration, puis que ce ne sera pas quelque chose d'intuitif, là, zéro pin bar, OK? Donc, mais le but premier, c'est d'aller amener le corps dans un état qui va permettre d'atteindre cette montée de Kundalini et d'atteindre l'énergisation du corps au complet.
Je sais pas si ça existe le mot énergisation. Je pense pas. Bon, je fais une rock et belles oreilles de moi-même et j'invente des mots. Yay! J'aime ça. Alors, bref, j'ai aussi expérimenté le de-armoring. Euh, un concept où on va enlever le de-armoring, donc enlever l'armure, défaire l'armure émotionnelle ou le blocage émotionnel qui est dans le corps par de l'acupression et des respirations pour amener le corps à vivre justement cet échange d'énergie-là complet, débloquer les chakras et tout ça. Une expérience extraordinaire que j'ai vraiment énormément appréciée et que j'utilise maintenant dans mes soins. Parfois, je vais jumeler un peu de de-armoring avec du Reiki parce que, bon, selon le client, ça devient utile. Mais j'utilise pas la technique complète, je dirais, parce que c'est pas accessible à tous. Faut être très ouvert. Euh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis là, je vais rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus personnel, mais tout ce qui est en lien avec la respiration pour la gestion de l'orgasme ou la gestion de l'énergie circulée, la respiration est extraordinaire. Puis là, on rentre dans un volet que je ne veux pas aborder dans le cadre de ce podcast, mais peut-être éventuellement. Mais si vous êtes bon en anglais, je vous suggère d'aller voir Leila Martin, qui est spécialisée en tantrisme et puis tout ce volet-là au niveau de la respiration puis de la connexion à soi et à son partenaire. Wow! Ça, c'est puissant. C'est vraiment super intéressant. Puis par rapport aux capacités que ça peut amener le corps, je parlais de Wim Hof dans une autre capsule, mais dans un autre épisode, mais on s'entend que si on est capable de tomber en apnée puis de faire un reset de notre corps selon certains types de respiration, c'est puissant. L'oxygène est quelque chose d'extrêmement puissant. Puis même, il y a eu, par le passé, il y a des gens qui vivaient dans des pièces hyperbares ou des pièces suroxygénées, parce que l'oxygène ne passe pas seulement par notre nez, je pense aussi. Il y a beaucoup de choses qui passent par la peau, hein, puis je pense que c'est aussi quelque chose à aller faire des recherches sur. Yoda sort de ce corps. Alors, Alors pour moi, je pense que à la base, respirer est quelque chose d'extrêmement important à prendre dans notre vie. Et surtout, quelque chose d'hyper important à se sentir à l'aise avec. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de respirer, allez travailler ça. Allez vous familiariser. Allez vous mettre en contact avec ça. Et puis quand je parle de respiration, c'est pas seulement respirer par le nez. Mais tu sais, ça, pendant mon expérience d'immersion au froid avec la forge, je l'ai fait. Quand on inspire et quand on expire, expirer avec la voix peut être ultra puissant pour la gestion et le contrôle. Donc, par exemple, et puis ça en de-armoring, on le faisait beaucoup, d'inspirer et de laisser la voix sortir avec le souffle, ça permet un autre type de relâchement puis un autre type de contrôle. Puis là, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, il faudrait voir, mais je pense que ça amène aussi une certaine relaxation associée. Peut-être que c'est ça qui bloque les gens aussi dans les cours de yoga en pensant que la respiration forte, ça rend mal à l'aise. Mais on s'entend que dans un cours de yoga, tu n'es pas concentré sur le voisin, tu es concentré sur toi. Alors, vis ta vie, s'il te plaît, et exprime-la.
j'ai fait aussi des cours de pilates par un certain moment, puis tout ce qui était respiration venait aider à muscler les muscles sous. euh, Là, je ne connais pas tous les noms des muscles, par exemple. Mais ça raffermit les muscles pelviens, ça aide à avoir un soutien au niveau du ventre, à avoir plus de contrôle. Euh, Puis c'était obligé, là. Fallait qu'on respire fort. Fait que, tu sais, quand tout le monde est pogné pour le faire en même temps, c'est bien correct, tu sais. Je pense que ça désensibilise, mais je pense aussi que que c'est important que chacun puisse aller expérimenter la respiration pour se désensibiliser au jugement de l'autre face à la respiration. Parce que c'est quelque chose d'important dans la vie. Puis, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire face à ça. Puis, je sortirai les petites choses que j'ai laissées dans la tablette. Je fais comme Dumbledore là, qui prend sa pensine puis qui dépose des pensées dans sa pensine. Là. Je fais la même chose, mais là, c'est comme une armoire imaginaire où j'ai des sujets qui sont déposés là puis qui vont ressortir à un moment donné. Voilà. C'est ce qui met fin à la respiration. Pour aujourd'hui, en tout cas. Si vous avez des commentaires, des angoisses, des questions ou juste que vous avez envie de partager des expériences ou vos idées face à ça, n'hésitez pas à l'écrire soit en commentaire sous la vidéo, soit sur la page Facebook de La vie c'est tout. On s'entend que si vous likez aussi la vidéo ou que vous likez la chaîne, ça permet à d'autres personnes de pouvoir vivre et expérimenter mon contenu. Si vous l'aimez, bien sûr, on s'entend. Si vous pensez que l'univers a besoin de mes parenthèses, ça peut être pertinent. Aussi, même chose pour les réseaux sociaux. Si vous allez... il y a une façon, hein, dans Instagram, si vous allez comme liker des choses, c'est pas juste le petit cœur. Le petit cœur, c'est le dernier qui donne des points dans l'algorithme. C'est un commentaire ou un abonnement. Quand on va taguer la publication, ça donne plus de vues après. Puis on peut plus faire connaître. Fait que si vous aimez ce que je fais puis vous avez envie de m'encourager, ben allez faire ces techniques-là pour que l'algorithme me reconnaisse plus facilement et puis que je sois facile à trouver dans l'univers. En passant, j'ai parlé de Reiki, j'ai parlé de soins. Je fais des soins sonores, je fais des soins énergétiques, donc du Reiki et un peu de de-armoring. Je fais aussi de l'hypnose thérapeutique. Donc, si vous avez envie d'expérimenter mes soins ou si vous avez des questions face à ces soins-là, vous pouvez aussi communiquer avec moi. Les références sont sous la vidéo. Et vu que, bon, si vous écoutez maintenant en mars 2021 ou en avril 2021, quand la vidéo va être mise en ligne, la Mauricie, je suis en Mauricie et la Mauricie retombe en orange. Donc, je pense que je vais pouvoir recommencer à faire des concerts si je ne me trompe pas. Alors, mes concerts sont en fait, je dis concerts parce que pour moi, étant musicienne depuis presque 35 ans, je suis en performance quand je fais ça, mais à la base, c'est un soin sonore de groupe. Vous pouvez le prendre comme une méditation, vous pouvez le prendre comme un soin aussi. Donc, j'ai la capacité d'accueillir environ 6 personnes en gardant toutes les distances possibles et respecter la réglementation dans mon chez-moi pour faire les concerts, les soins sonores. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur ma page Facebook, Mademoiselle Lemay, M-L-L-E Lemay. Je vais éventuellement mettre des événements et vous pourrez vous inscrire. C'est à cet endroit-là que c'est possible de s'inscrire. Mon site internet est encore en construction,
Donc, c'est pas possible encore de pouvoir faire des réservations par le biais du site Internet, mais par mon Facebook, c'est possible pour ce qui est de prendre des rendez-vous pour des soins ou d'aller vous inscrire à un de mes concerts. Si vous n'avez jamais vécu le concert, le concept de méditation sonore, ben c'est le fun parce que c'est pas trop cher, puis c'est une belle façon de s'initier aux soins sonores. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions face à ce sujet-là. Et puis si vous avez des commentaires, la vie c'est tout, etc. Allez-y sur la page Facebook aussi. Alors je dis au revoir à tous ceux qui ne veulent rien savoir de mes tricots et je passe à ce que je porte. Alors ce que je porte est un vêtement que j'ai depuis, mon Dieu, facilement 13 ans. Que j'ai commencé, qui a pris 7 ans à faire. Et qui est tout croche. OK? Donc, je pense que j'avais mal lu le patron. Puis, entre-temps, j'ai perdu le patron et je n'avais plus de laine parce qu'on s'entend que sur 7 ans, acheter la même laine, j'en achetais au fur et à mesure, pas mal, j'en ai manqué parce que là, à un moment donné, j'ai pas fait le patron comme du monde. Donc, mais je l'assume, ce patron. Wow, je l'assume, ce patron-là. C'est un cardigan, que je peux pas dire c'est quoi le cardigan, qui était dans une des revues Interwave à l'époque, 2008, peut-être ça fait 12 ans, 13 ans, trop, je sais plus. 2008-2009, là, je sais plus. Quand j'ai commencé à crocheter. Puis c'est de la laine d'alpaga, de bébé alpaga. C'est tellement doux. Oh my god. C'est pour ça que je le garde. Puis que j'ai pas envie de le détricoter non plus. Parce que c'est trop vieux. J'ai pas envie de défaire ça. C'est du crochet. Ah, non. Puis, oui, c'est au crochet. Voilà, à l'époque, je crochetais. Et c'est de la laine naturelle. Donc, c'est pas teint. C'est un gris naturel de bébé alpaga. Puis c'est ça, j'avais acheté ça à l'époque à la boutique Les Filochés, la défunte des Filochés. Et ben j'aime bien le porter. J'ai mis des boutons, puis je le porte un peu tout croche, puis j'aime ça. Je m'en fais souvent parler de ce cardigan-là. J'ai pas le nom du patron, mais j'ai eu bien du fun. C'est un point inventaire, là, assez facile à faire. Je pense que c'est dans c'est ma compréhension de l'anglais à l'époque et de la conception, parce que, tu sais, on voit que même... Oh non, les manches sont dans le même sens, ça qu'ils cherchaient. Mais c'est pas le même type d'éventail dans le devant puis sur les manches. Fait que le col était un peu bizarre. Je l'ai laissé très, très longtemps de côté, ce chandail-là. Puis je l'ai ressorti il y a 2 ans en me disant, c'est nono d'avoir autant de laine puis d'avoir quelque chose aussi funky puis de pas l'utiliser. Puis je veux dire, je suis super confortable, je le mets par-dessus une camisole, puis c'est la vie, là. Je veux dire, oui, il est pas manche longue, mais moi, dans la vie, les manches longues, j'y remonte tout le temps ou presque. Fait que je vois pas vraiment encore le besoin d'avoir des manches longues, sauf quand c'est pour un manteau ou pour... C'est ça. Fait que j'en ai pas tant des manches longues, j'ai beaucoup de manches courtes dans la vie, donc voilà. Alors, je l'aime beaucoup et voilà. C'est le cardigan gris patenté par Catherine. Parce que vous voyez comme, je sais pas si on voit là, mais je veux dire, ça fait 2 panneaux. Les 2 panneaux sont pas égales. Il y en a un qui est plus rectangle, l'autre qui est comme plus éventail. Puis ben, ça fait en sorte que le cardigan est asymétrique quand je suis debout. Puis à l'arrière, il arrive un petit peu au-dessus des fesses, tu sais. Fait que voilà. Voilà, c'est ça qui est ça.